Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Notebaert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, directeur général de Vinci Concessions, président de Vinci Airports. On vous a sous la main parce qu'il y a les publications de résultats notamment d'hier soir, bien accueillis puisque pour le coup, le cours est en hausse de 0,7% au moment où on se parle à midi. Chiffre d'affaires donc qui dépasse son niveau d'avant-crise. Tout à fait. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, la crise est effacée en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui dans le groupe Vinci. Alors, globalement, oui. Et beaucoup de métiers ont retrouvé, même dépassé la plupart de leurs activités. Je pense aux métiers de la construction, aux métiers de l'énergie. On sait que tout ça, ça a repris assez fortement. Le trafic autoroutier français aussi, qui a retrouvé, avec la fin des restrictions, son niveau d'avant-crise et même un peu au-dessus sur le réseau de Vinci Autoroute. Évidemment, l'activité aéroportuaire n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, elle, puisque les restrictions entre pays demeurent. C'est cette division aujourd'hui qui pénalise, entre guillemets, en tout cas, qui freine la recovery du groupe. Alors, ça ne freine pas parce que, encore une fois, ou ça croît moins vite. Voilà, tous les métiers croissent, y compris le métier aéroportuaire. On est passé de presque zéro au moment du printemps 2020 à moins 50% aujourd'hui. C'était inimaginable d'ailleurs, quand on réfléchit, d'imaginer qu'une activité peut se retrouver avec zéro chiffre d'affaires. Tout à fait, c'était pas du tout imaginé dans l'économie mondiale, aucun modèle. La bonne nouvelle, ça a été la résilience, le travail des équipes pour faire face, les refinancements. On a réussi à restaurer, notamment sur l'aéroport de Gatwick, la viabilité financière. Et donc maintenant, cette logique de redémarrage permet d'être confiant sur l'avenir. Bon, Vinci Airports, j'ai découvert, c'est le premier opérateur aéroportuaire privé dans le monde. 45 aéroports dans 12 pays. Lesquels sont les plus gros ou les plus connus? Alors, le plus important, c'est Londres Gatwick. Oui. C'est le deuxième aéroport de Londres, le 7e aéroport européen. Londres est la première ville aéroportuaire mondiale. Si on fait la somme de tous ces aéroports, c'est une place aéroportuaire très importante. On a aussi l'aéroport du Kansai, la deuxième région du Japon, Osaka. C'est une île artificielle dans la baie d'Osaka, Kobe. On a tous les aéroports du Portugal, dont Lisbonne. Donc ça fait une base d'aéroports intéressant. Et on est le seul acteur au monde à être aux États-Unis, Hollywood, Atlantic City, Orlando Sanford, au Japon, au Brésil, Salvador de Bahia et Manaus. Et je l'ai dit, au Royaume-Uni ou en France. Et en France, c'est Lyon-Saint-Exupéry, Rennes, Nantes, Clermont, Toulon. Bon, sur l'ajustement, puisqu'on parle des États-Unis, il y a cette réouverture des lignes transatlantiques prévue à partir du 1er novembre prochain. Ça devrait aider pour le coup à la poursuite, encore une fois, sur cette reprise du trafic aérien? Tout à fait. Ce qu'on a vu dans cette crise, c'est que par périmètre, dès qu'on lève les restrictions, on l'a vu en France puis en Europe, les gens retrouvent leur envie de mobilité. Par contre, entre les grands espaces du monde, États-Unis, Europe, Japon, Asie, ça a mis du temps. Et là, cette ouverture entre grands blocs, c'est un immense espoir de retrouver notamment les liaisons longue distance, qui aujourd'hui sont très très faibles en matière de trafic. Ouais, sur le trafic aérien européen, j'ai les chiffres de cet été, je veux savoir depuis comment ça s'est passé. 70% du trafic, on a retrouvé 70% du trafic aérien cet été. Vous me le confirmez. Depuis la rentrée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le souffle est retombé ou la reprise elle s'accélère? C'est mitigé, c'est comment? Non, dans notre réseau à nous, ça progresse légèrement, avec des effets contrastés. Il y a des pays où on a pratiquement retrouvé le trafic de 2019. La zone américaine, République dominicaine, Costa Rica, les Caraïbes. Dans un pays comme le Portugal, on progresse très très fortement. Mais au global, le rebond, pas par rapport à 2020, septembre 2020, parce que pour le coup c'est biaisé, mais par rapport à septembre 2019, qu'est-ce qu'on voit en cette rentrée? On est à peu près dans les mêmes eaux que cet été. C'est-à-dire en Europe 70%, aux États-Unis c'est 100%. Et en Asie, par contre, très très faible, puisque les Chinois n'ont pas repris leur mobilité internationale. 100% aux États-Unis? C'est un truc incroyable, ça. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment fermé les déplacements à l'intérieur du pays. Et donc, comme ça n'a jamais été trop fermé, ils l'ont retrouvé assez rapidement. Ce qui a du plomb dans l'aile, entre guillemets, c'est le tourisme d'affaires. C'est ça aujourd'hui qui empêche d'aller vers 100%. Quand la clientèle d'affaires repartira, on peut mettre une date, 2022, 2023, ou est-ce que vous ne savez pas? En fait, en réalité, personne ne sait précisément. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à l'intérieur des États-Unis ou à l'intérieur de l'Europe, la clientèle d'affaires a repris ses habitudes. Sans retrouver son niveau pré-crise. Alors aux États-Unis, si. En Europe, pas encore tout à fait. On le voit aussi sur le TGV en semaine. Intra-européen. Voilà, intra-européen. Par contre, effectivement, le business d'affaires longue distance, lui, continue d'être très très touché. Qui est source de grosses marges, il faut le dire aussi. Pour les compagnies aériennes. Pour les compagnies aériennes. Pour les aéroports, on est plus dépendant du volume et du nombre de passagers.
Mais le tourisme a été une bonne satisfaction cet été. Donc impossible de savoir quand est-ce que le trafic d'affaires redémarrera. Non, les spécialistes parlent de 2024, 2025. Encore une fois, ça sera très divers selon les pays. Et le trafic senior, je ne sais pas qu'on parle du trafic senior, il redémarre comment? Alors, il démarre un tout petit peu moins fort pour des raisons sanitaires évidentes que le trafic familial. Mais j'ai cité tout à l'heure le Portugal, c'est une très belle destination. Il y a un Covid qui a quasiment disparu au Portugal. Et donc, typiquement, on a des très bonnes réservations sur une compagnie comme Transavia, EasyJet. Il y a plein de Français aujourd'hui qui vont au Portugal en arrière-saison, et notamment des seniors. Vous êtes optimiste pour la fin de l'année, ou est-ce que c'est impossible à court terme toujours de faire des prévisions relativement fiables? Non, on a dit que sur l'ensemble de l'année 2021, on serait très proche de 2020, puisque le début d'année a été terrible en 2021 aussi. Par contre, la fin d'année semble plus prometteuse. Et ce qu'on ne connaît pas exactement, c'est la pente du retour à l'équilibre. Est-ce que ça va revenir très vite, plus ou moins fort, selon les régions? Ça va progresser. On ne fait pas de pronostic sur la date exacte à laquelle on va revenir à la normale. Après, ça dépend aussi des pays où les levées des restrictions sanitaires sont pour le coup plus ou moins lentes. Quels sont les pays où les restrictions sont encore partielles, voire totales, quand on veut rentrer dans un pays? Qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui Le point noir, c'est l'Asie. L'Asie, c'est fermé contre le Covid, mais moins vacciné. Vu d'Asie, on est très très bien vacciné en Europe. Et aujourd'hui, le principal trafic international d'Asie, qui est la Chine, est complètement fermé. Donc au Japon, au Cambodge... Et c'est ce qui explique, pour passer de 70% du trafic à 100% du trafic, ça veut dire le retour de la clientèle d'affaires, ça veut dire aussi la réouverture de l'Asie? Tout à fait. C'est ça? Et de tout ce qui est longue distance entre zones, l'Asie, l'Australie, des choses comme ça. Bon, autre sujet, autre actualité, Total Energy. Vinci Air Liquide qui s'allie dans l'hydrogène renouvelable avec la création d'un fonds d'investissement pour développer cette filière hydrogène décarbonée. Pourquoi est-ce que Vinci met des billes là-dedans? Certains se diront, mais c'est quoi Vinci? C'est des aéroports, de la construction, pourquoi elle est là-dedans? C'est pas votre cœur de métier, l'hydrogène? Il y a deux cœurs de métier essentiels de l'hydrogène chez Vinci. Il y en a un dans Vinci Construction et l'énergie. Vous savez, on est des entreprises qui font des pipes et du stockage. Et l'hydrogène, notamment liquide, il faut le stocker à très basse température, avec des choses très très bien protégées. Et là, il y a des entreprises, des filiales de Vinci Construction, notamment une filiale qui s'appelle Geostock, qui travaille là-dessus. Vinci Énergie est le fournisseur d'hydrogène de Kourou pour la Guyane, puisque l'hydrogène, ça existe déjà dans les fusées. Donc ça, c'est le côté contracting, métier de la construction et de l'énergie. Mais c'est aussi la mobilité, l'hydrogène. Vinci, c'est un leader mondial des infrastructures de mobilité pour les autoroutes et les aéroports. Donc le lien est tout fait. Le lien est fait, la mobilité et la construction. Bon, et l'idée c'est de doter ce fonds de 1,5 milliard d'euros. De votre poche, vous en mettez 100 millions, c'est ça? Tout à fait, c'est l'effet catalyseur, pour prendre un mot hydrogène magique. C'est-à-dire, vous mettez 100 millions, au total, on va lever 1,5 milliard ensemble. Total, on met 100 millions aussi, je crois. Hein? Tout à fait. Et Air Liquide aussi. Tout à fait. Tout ça va mettre 1,5 milliard, et avec 1,5 milliard... Tout ça, attention. Non, là, 100 plus 100 plus 100, ça fait 300 millions. Après, il y a les partenaires industriels, on va en parler, qui eux mettent... Entre 50 et 100 également. Et on est à 800 millions aujourd'hui. J'en suis arrêté au chiffre où aujourd'hui le fonds est doté de 800 millions sur les 1,5 milliard. Mais après, on y vient, il y a une démultiplication évidemment de l'investissement derrière. Alors vous connaissez ça parfaitement, après on va lever de la dette. Donc avec 800 millions déjà acquis et une cible à 1,5 milliard, 1,5 milliard, on financera des projets avec de la dette bancaire. Et c'est une fierté française, puisque c'est le premier fonds mondial en termes de taille pour développer l'hydrogène. Et c'est complètement d'actualité. 15 milliards, potentiellement, avec de la dette plus le capital, 15 milliards d'euros d'investissement dans des projets. Exactement. Et c'est des projets, l'avantage que ça soit français, c'est que je crois que le président de la République l'a dit il y a quelques jours, c'est l'un des rares secteurs où on peut espérer un leadership français-européen. Donc, les grandes entreprises françaises leaders du secteur ont décidé de s'y mettre ensemble maintenant pour que ça se passe en France, et qui se dit ça se passe en France pour créer des emplois industriels français autour de l'hydrogène. Ces 15 milliards ne seront pas investis en France? Tout à fait, il y en aura dans le monde entier, mais on a quand même une génétique, une origine française qui fait que très naturellement, ça nous poussera aussi à développer des idées en France. Par exemple, notre partenariat autour de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. La France peut vraiment devenir leader européen de l'hydrogène vert d'ici 9 ans. Je pense que l'Europe peut être leader parce que les exigences environnementales et la capacité d'hydrogène existent en Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, la France, avec d'autres, l'Allemagne et les pays voisins, doit trouver toute sa place. Sur ces 15 milliards d'euros d'investissement, dans quel type de projet? Vous avez déjà identifié les projets dans lesquels, les projets stratégiques dans lesquels il y aura cet argent qui sera investi? Il faut se dire que le fonds, ce n'est pas vous qui allez le gérer, hein, c'est
I24, ça? Voilà. Un fonds, Y24. Voilà. Un fonds, c'est une équipe qui doit trouver des projets. Mais la bonne nouvelle sur notre rôle avec Total ou Air Liquide, Total Énergie, c'est qu'en fait, on va être dans le comité stratégique. Donc, à la fois, on va pousser des projets dont on a connaissance, qui est nos entreprises ou pas d'ailleurs. Donc, on a ce qu'on appelle le sourcing. On va amener des projets. Mais on va aussi avoir connaissance de ces projets à l'intérieur du comité stratégique du fonds. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On va nourrir ces projets. Alors, c'est par exemple aujourd'hui des flottes de véhicules d'hydrogène. C'est des installations d'hydrogène dans les espaces industriels. Aujourd'hui, l'usage de l'hydrogène, il est intéressant quand vous avez des petites distances et vous êtes capable de produire de l'hydrogène. Production d'hydrogène vert. À l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, on va faire une grande ombrière photovoltaïque pour être capable de produire nous-mêmes de l'hydrogène avec de l'énergie propre. Voilà, donc. Mais un port comme le port de Rotterdam aux Pays-Bas veut aller complètement dans toutes ces machineries autour du port avec de l'hydrogène. Donc l'idée de l'hydrogène, c'est ça, c'est d'alimenter les usines et les engins de manutention. De déplacement aussi, sur des petits trajets. Après, sur le... on peut vraiment... Aujourd'hui, l'hydrogène, il n'est pas vert. L'objectif, c'est qu'il soit vert, c'est-à-dire qu'il soit... Il peut être vert. Il peut être vert s'il est produit à partir d'énergie renouvelable. Tout à fait. Mais ce qui peut, ou par le cas, ou qui est très cher, en tout cas, encore une fois, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Pour faire de l'hydrogène, il faut de l'eau, de l'électricité. L'électricité, aujourd'hui, elle est essentiellement nucléaire. On peut parler d'hydrogène vert quand c'est produit à base de nucléaire? Alors, on peut débattre. Il y a un débat là-dedans, il y a débat, vous avez compris, il y a débat là-dessus. Le nucléaire est une énergie qui lutte contre le changement climatique. Qui est décarbonée. Qui est décarbonée. Voilà. Nos projets à nous, on ne va pas faire des centrales nucléaires sur les espaces de mobilité, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc, je prends l'exemple de Lyon où on travaille avec Airbus et Dassault. On veut travailler la production d'hydrogène sur l'aéroport pour que les premiers avions hydrogène qui sont prévus en 2035, Airbus travaille dessus activement, ils aient de l'hydrogène liquide produit localement, mais avec de l'énergie verte, des panneaux photovoltaïques. On peut aboutir à ça vraiment, se passer du nucléaire pour avoir de l'hydrogène vraiment vert et non pas gris, de l'hydrogène vert uniquement à base d'énergie renouvelable. Sur des sites dédiés, tout à fait. Après, quand l'hydrogène se développera au niveau massif, ce qu'on souhaite tous, ce sera l'ensemble du mix électrique du pays qui produira de l'hydrogène. Et là, il y aura du nucléaire, il y aura des renouvelables. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'on fait un nouveau site d'hydrogène, nous, de notre côté, on met des panneaux photovoltaïques. Sur les annonces du président, c'est intéressant parce qu'il y a 30 milliards d'euros, donc c'est le fameux plan en France 2030 qu'on a commenté largement ici sur Boursorama la semaine dernière. Il y avait 8 milliards pour la décarbonation de l'économie. Je n'ai pas compris combien elle allait être fléchée. Combien serait fléché sur la filière hydrogène? Alors, je n'ai pas étudié les détails de ce plan. Mais la bonne nouvelle, c'est que les très grandes entreprises, qu'elles soient de mobilité ou de production d'hydrogène, et l'État et les collectivités territoriales, on travaille avec beaucoup de régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, sont unis pour dire l'hydrogène, c'est une vraie bonne solution pour la mobilité. Encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, si on le produit avec de l'énergie propre, et en France, on a la chance de pouvoir produire de plus en plus d'électricité propre. Voilà. En tout cas, on se quitte là-dessus, Nicolas Notebaert, mais Vinci, en tout cas, au travers de cette publication d'hier, ce qu'on retient notamment aussi, c'est la page de la crise détournée pour le groupe avec le trafic aérien qui est encore effectivement en deçà parce que l'Asie est fermée, parce que le trafic de voyage d'affaires n'est pas encore revenu à sa normalité. Mais tous les métiers progressent et ce qui est important, c'est la tendance, la dynamique et encore une fois, cette priorité environnementale et cette alliance autour de l'hydrogène pour développer l'économie verte et créer des emplois en France autour de l'hydrogène. En France, évidemment. Merci en tout cas, merci beaucoup. Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.